Et bienvenue à Souche québécoise. Aujourd'hui, je discute avec Marie-Christine Gentil, qui travaille en culture et qui a déjà été vice-présidente du Conseil interculturel de Montréal. Aujourd'hui, on parle d'identité québécoise, bien sûr, de culture également. Puis, on a fait des souhaits pour les femmes du Québec. Reste à l'écoute. Bienvenue, Marie-Christine. Merci de m'inviter, Firmina. Comment vas-tu? Ah, très en forme, même si c'est fait très froid dehors. Mais la musique m'aide à survivre. À survivre au froid? Oui, parce que Bad Bunny a sorti un album cette semaine, donc ça me réchauffe quand je sors. T'as raison, oui, c'est de la bonne musique. Un petit jouet de filet aussi, là. Bon. Oui, un petit cas campé pour te réchauffer le cœur et le moral en même temps, malgré le temps froid. C'est ça. Bienvenue au balado Souche québécoise. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, merci de m'avoir invité. Le sujet tout de suite m'a parlé. Donc pour moi, c'était sans équivoque que j'allais dire oui. Puis ma première question pour briser la glace, est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Est-ce que Marie-Christine est québécoise? Ah, à plusieurs moments de ma vie, c'est sûr. Tu sais, maintenant, je suis à 41, bientôt 42 en juin, quand même. Tu sais, à l'adolescence, quand je suis devenue mère, puis justement, à l'aube de la quarantaine, je me suis posé ces questions-là. C'est des questions essentielles parce que, aussi, des fois, la société ne nous fait pas toujours sentir comme on l'est. Tout à fait. Puis ça t'a amené où tes réflexions, ton questionnement? Bien, c'est sûr que, tu sais, moi, je me dis, à quel moment devient-on québécois selon l'establishment, tu sais, intello du Journal de Montréal et notre gouvernement actuel, tu sais. Mais après ça, pour monsieur, madame, tout le monde, je pense que, tu sais, ça va faire 4 générations cette année que ma famille, tu sais, est au Québec. Donc, je crois que nous, on est québécois, hein. D'origine haïtienne, certainement, est fière de l'être. Ah, mais t'as raison. Je trouve ça drôle que tu mentionnes ça, tu sais, les générations. Après combien de générations on est québécois ou québécoises? Puis, est-ce qu'on continue à utiliser le terme des générations? Parce que maintenant, on l'entend souvent, je suis de la première génération immigrant, deuxième génération, troisième génération, quatrième et plus. À quel moment on se dit, ben, je suis québécoise d'origine X, Y, Z? Mais c'est ça, moi, je me dis, tu sais, devrait commencer par les statistiques, comment elles sont ventilées, et la terminologie qu'on utilise dans nos études sur, justement, l'interculturalité, les communautés qui font le Québec. Tu sais, il faut arrêter d'utiliser immigrants à toutes les sauces, là, immigrants en première, deuxième, troisième, tu sais, même au niveau, quand j'étais au Conseil interculturel, c'est une question que je me posais constamment, puis que je me disais, mais les enjeux sont pas les mêmes d'une génération à l'autre. Tu sais, on a des réalités très différentes. Ben vraiment, on a vraiment des réalités différentes. Puis quand on parle de deuxième, troisième génération, je crois que l'environnement vient jouer dans lequel tu grandis, dans lequel tu évolues. On n'a pas les mêmes repères que la première génération qui est arrivée ici. Nos repères culturels sont différents. Tu évolues dans le milieu culturel, je suis sûre que tu peux nous en parler. Donc, j'ai l'impression que la question, elle se pose même plus. T'sais, rendu à une quatrième génération, je pense que c'est un peu superflu. C'est de dire que je suis une quatrième génération de personnes immigrantes. Je pense que c'est un peu superflu. Je pense qu'on peut rester accroché à notre héritage culturel qui est vraiment important, mais de se dire, je suis ancrée là. Je pense que c'est une question d'être ancrée dans la culture québécoise. Ben oui, je pense que, tu sais, comme individu et comme communauté, tu sais, les Haïtiens sont au Québec depuis une 70 d'années, là. Donc, c'est sûr que nous, on est bien ancrés, on est bien installés. On a participé à l'évolution du Québec et à la création du Québec d'aujourd'hui. On continue à le faire ardemment et activement dans toutes les sphères de la société, de tous les domaines. Les Haïtiens sont partout, ça, on doit le dire. Mais après, c'est la société aussi qui doit évoluer. La terminologie qu'on utilise dans nos statistiques Canada, la terminologie qu'on utilise dans les champs d'études, sociologie, anthropologie et autres, doit évoluer. Oui, tout à fait. Puis qu'est-ce qui fait de toi une fière Québécoise, comme tu l'as mentionné au départ? Bien, dans le fond, tu sais, moi, je trouve que les gens, les Québécois que j'ai côtoyés au cours de ma vie, la majorité d'entre eux, il y en a bien sûr, comme dans tous les peuples, qui sont, c'est des bigots, là, des idiots, puis, tu sais, qui manquent de culture et manquent d'informations sur les autres et qui sont pas ouverts. Mais la plupart sont des gens ouverts, curieux, innovateurs, créatifs. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que, tu sais, oui, je suis québécoise. Puis à la fois, je suis fière d'être haïtienne parce que l'haïtien, il a peur de rien ou presque.
C'est vrai qu'on est courageux. Le mot qui revient souvent avec les personnes, et je veux pas généraliser, ce qui revient souvent avec les personnes de la communauté haïtienne, c'est qu'on est résilient. Mais ça, j'en ai marre de ce monde. Pourquoi? C'est comme pour... c'est comme si ça vient... tu sais, je trouve qu'il a été galvaudé comme beaucoup d'autres termes dans notre société. C'est comme rendu de dire, ah oui, tu sais, vous êtes capable d'accepter de vivre n'importe quoi. C'est comme si on nous rend, comme on devrait, tu sais, ah oui, parce qu'on continue à vivre, on fait plus que survivre. Quoique beaucoup de nos compatriotes, autant ici que là-bas, sont dans la survie. Mais, ah oui, c'est comme ça, on nous dit, ah ben oui, vous, tu sais, c'est comme ça, on nous mettait dans une case de résilient, fait que toute votre vie, vous devez être résilient. Ben non, là, à un moment donné, nous, si on veut, tu sais, avoir de la douceur, là, ça va, là. Ah oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, je le vois pas tant négatif, le résilient, je le vois comme une force. On est résilient parce que on va affronter ce qui est devant nous, on va le prendre, on va le réaliser, puis on va dire, hé, tu sais quoi, si une passe, je vais avancer. Je suis d'accord avec toi, c'est le sens du terme, mais c'est juste que, tu sais, c'est comme si ça nous a cantonnés comme peuple, et surtout beaucoup les femmes, tu sais, parce qu'on est comme les poteaux mitants, là, de notre communauté, à travers, peu importe là où on est dans la diaspora et tout, ou même au pays, bien sûr, en particulier dans le pays, mais c'est que nous aussi, on a besoin qu'on nous soutienne, tu sais. C'est comme nous aussi, on a besoin d'avoir plus que la base pour vivre. On veut vivre, tu sais. C'est juste qu'on aimerait ça être autre chose que résilient. Les Haïtiens ont le droit d'être autre chose que d'être résilient. Mais c'est ça, j'allais dire, on est résilient. Je pense qu'on est un peuple fort. Qu'on s'y met, on s'y met. Puis malgré tout ce que les gens vont dire, moi, je crois qu'on est unis. Ah oui. Moi, je crois, là, je sais que ça revient souvent, non, on se tient pas. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'on est un peuple uni. Puis si on voit quelqu'un affronter quelque chose, on va être avec cette personne. Je crois que, tu sais, à la base, les Haïtiens sont des gens qui vont toujours venir en aide l'un aux autres ou l'un à l'autre. Ils vont jamais laisser une personne en détresse. Je crois pas que c'est dans notre nature de faire ça. Mais après ça, c'est sûr que le colonialisme, l'environnement où on est, nous a mis des choses qui nous divisent. Tu sais, on va pas faire semblant, mettre la tête dans le sable, fermer les yeux, jouer à l'autruche, comme on dit, là. Tu sais, les questions de couleur, les questions de classe sont des choses qui nous divisent et qu'on va devoir, à un moment donné, régler une fois pour toutes pour passer à autre chose et vraiment construire une société haïtienne équitable et égale le plus possible. Tu sais, c'est sûr que toutes les sociétés sont toutes pas égalitaires, mais les pays comme Haïti, pas juste Haïti, beaucoup de pays, ils ont une grande différence. Tu sais, ont un mini pourcentage qui ont le capital et qui contrôlent le pays et ça y a une autre partie qui est souvent ça a lié à la couleur. C'est comme, tu sais, ça, c'est des résultats du colonialisme, de l'occupation américaine, tout ça, mais après ça, nous aussi, on a un rôle à jouer dans l'éradication de ce genre de mentalité. Tout à fait. Et là, on a survolé un petit peu nos origines. Est-ce que parfois, tu as senti qu'il y avait une tension entre ta culture haïtienne et la culture québécoise? Non. Moi, j'ai grandi à un moment où... en fait, c'est pas vrai. Parce que, tu sais, j'ai quand même grandi à un moment où il y avait les skinheads, là. Il faut pas faire semblant, là, que ça existait pas, là. Mais sauf qu'après ça, c'est oui, parce qu'il y a toujours une solidarité entre les Haïtiens et les Québécois. Tu sais, depuis l'époque des premiers Haïtiens, tu sais, les amitiés entre Gaston Miron et Anthony Phelps, Gérald Godin et d'autres poètes haïtiens, ce sont des choses qui sont documentées et qui existent, qui ont existé et qui ont marqué notre histoire comme Haïtiens au Québec. C'est ça aussi. Tu sais, le premier député noir, c'est un Haïtien qui faisait partie du Parti québécois. Donc, puis il y a eu des Haïtiens qui ont été partie prenante du mouvement indépendantiste et souverainiste jusque dans les années 90, début 2000. Tu sais, il y en a encore, mais ils sont moins actifs parce que, bon, il y a eu des... Tu sais, le PQ a beaucoup changé. Donc, ça refroidit les ardeurs de certains militants. Mais, donc, tout ça pour dire que t'sais, oui, t'sais, le Québec et le Haïti se ressemblent dans beaucoup de choses. T'sais, ce sont des gens qui veulent faire des choses, qui veulent aider les autres, qui veulent innover, qui veulent aller de l'avant. T'sais, donc, moi, oui, c'est des sociétés qui se complètent. Qui se complètent. Puis, où tu as trouvé tes points de repère pour te dire que tu es québécoise? Est-ce que c'est dans la culture, la musique, les livres ou... Dis-moi. Ben, c'est sûr que, étant donné que moi, j'ai des parents, mon défunt père mon père est mort en 2020, mais mes parents sont dans la première vague là, d'immigration haïtienne. Donc, ma mère, 65. Donc, cette année, ça va faire 60 ans. Mon père, c'était 69. Donc, c'est sûr que, mes parents avaient des référents culturels québécois quand même bien avancés, contrairement à d'autres personnes qui sont venues seules ici étudier ou, qui sont venues à l'âge adulte. Donc, c'est un peu plus...
c'est différent que d'autres personnes ou dont les parents n'étaient pas nécessairement autant éduqués. C'est autre chose. Donc oui, j'ai grandi beaucoup à écouter autant de la musique haïtienne et pas juste du compas, là, de tout, et de la musique québécoise. Donc, allant de, justement, Jean-Pierre Ferland à Gilles Vigneault, à Beau Dommage, à Marjo, peu importe, là, tu sais, André Gagnon, de plus en classique. On écoutait de tout chez moi. Puis la littérature québécoise, elle est magnifique, elle est diversifiée et elle continue à l'être. Et maintenant, nous, on l'enrichit, justement. Oui, et puis là, tu me parles de littérature, j'aime vraiment ça, parce que moi, j'ai vu dernièrement que tu faisais la lecture de contes à des enfants. Est-ce que tu veux m'en parler un peu? Oui, c'est sûr que moi, je travaille à la division culture et bibliothèque depuis 8 ans, bientôt 8 ans, à l'arrondissement de Montréal-Nord, dans la ville de Montréal. Et j'ai été amenée, il y a quelques années, à faire la lecture du conte français créole. Et ça a amené, justement, la créatrice du Centre Toussaint de m'inviter à lire le conte en créole. Et moi, ça me fait tellement plaisir de partager ma culture aux jeunes, aux autres générations, et parfois, justement, qui sont des enfants, de gens qui sont nés ici, ou des gens qui sont nés en Haïti, mais qui cherchent un ancrage pour leur enfant dans leur culture, ou des enfants, des parents, dont les enfants sont métissés, qui veulent que les enfants aient un peu de la culture de chacun. Puis des fois, même, c'est même pas des Haïtiens du tout, c'est juste des gens qui ont une curiosité de la culture haïtienne. Donc ça, je trouve vraiment... J'adore ça, parce que ça crée des liens avec les gens, de lire le conte, puis moi, j'adore les enfants. Est-ce que tu reçois justement des questions des gens qui ne sont pas d'origine haïtienne puis qui ne connaissent pas nécessairement cette culture-là, puis leurs enfants sont là en avant de toi, ils écoutent, ils s'imprègnent de ces histoires-là. Est-ce que tu as des questions, des réflexions après qui suivent? Moi, j'ai remarqué que, tu sais, à Montréal-Nord, quand je l'ai fait les premières fois, les gens voyaient des similitudes dans... Tu sais, à un moment donné, j'ai lu une histoire de notre compatriote Daniela Ferriel, l'immortel, là. Et tu sais, il parle beaucoup de sa grand-mère, il parle beaucoup de Petit Gouave, sa ville d'origine et tout. Ça a marqué son imaginaire, comme beaucoup de gens. Tu sais, les grands-parents, c'est important, l'imaginaire des enfants. Et si on peut avoir les grands-parents, c'est important. Mais justement, les Maghrébins dans le quartier, moi, ça me fait penser à mon village en Algérie, au village au Maroc et tout. Mais moi aussi, ma grand-mère, tu sais, ma grand-mère était importante dans ma vie. Tu sais, donc, tu sais, des fois, ça crée la culture est une façon de créer des liens et d'aider les gens à se découvrir. Puis pour moi, c'est un vecteur de développement social tout court. Ah, tellement. T'as raison. Je pense que la culture, je te l'avais dit lors de notre discussion, ça rassemble, ça unit, ça rassemble et ça permet de mieux comprendre l'autre aussi. L'autre qui est défini parfois, si on se fie juste à ce qu'on entend dans le discours environnant, qui est parfois négatif, si on met ça de côté puis on se penche sur la culture, ça nous permet de comprendre d'où cette personne-là elle vient, c'était quoi son parcours, c'est quoi son vécu, puis c'est quoi qui la suit là, dans ses gènes, etc. Donc, c'est vraiment intéressant, la culture. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs, autrices qui t'ont marqué dans ta culture québécoise? C'est sûr que je pourrais pas faire abstraction de Daniela Ferrier parce que dans le fond, j'ai grandi dans un environnement dont il faisait partie quand même. Mon père était quand même à sa cérémonie d'inauguration, quand il est devenu un membre de l'Académie française. Oui. Puis c'est comme un parrain de la Maison d'Haïti, de la Nouvelle Maison. Il était toujours présent. Puis même le projet interarrondissement NSIC, Montréal-Nord de bibliothèque, le Cœur nomade, Dany en est une forme de parrain et il a inspiré le nom Cœur nomade à travers une de ses œuvres. Donc c'est sûr que oui, tu sais, Dany. Mais après, il y a plus que Dany, tu sais. C'est comme, tu sais, moi, Marie-Célia Agnan, c'est quelqu'un, tu sais, que... Moi, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup mon parcours au niveau de la lecture. Tu sais, la Dot de Sarah vient d'être rééditée, mais en version bilingue. Tu sais, ça, je trouve que c'est important à lire. Sinon, bien sûr... Je connais pas. Donc, j'allais lire, je connais pas. Puis elle fait de la lecture de contes, justement, à la grande bibliothèque. Je sais pas si elle en fait encore. Elle en faisait de la lecture de contes aux enfants le samedi matin. Puis pendant la pandémie, elle a fait ça à Montréal-Nord aussi, puis dans des bibliothèques de Montréal. Il y a Joujou Turenne, quand j'étais enfant aussi, qui... il m'a amenée à sortir de ma tête et de moi-même parce que son univers est tellement coloré et à la fois ancré ici et en Haïti et ailleurs où elle a voyagé avec son petit baluchon de contes. Donc, mais il y en a beaucoup parce que moi, j'adore la lecture, j'adore les arts. Mais c'est sûr que les arts visuels aussi ont un rôle très important. Le cinéma, pour moi aussi, dans mon univers culturel. Wow. Et la musique, c'est sur la musique. Mais la musique, c'est sûr, ça me suit. T'as grandi avec quoi comme musique québécoise, la francophone? T'as grandi avec quoi? Jerry Boulet. Tu sais, au funérail de mon père,
il y avait Toujours vivant, parce que mon père chantait toujours cette chanson. Et cette chanson le représentait très bien. Et comme personne, sa philosophie de vie, tu sais, comme bon haïtien ancré dans sa québécitude, là, donc il ne lâchait jamais le morceau. Il allait au bout de ses convictions, notamment notre nouvelle maison d'Haïti. C'est une des choses qui nous a légué, n'est-ce pas? Et sinon, bien sûr, Ginette Renaud, tu sais, c'est sûr que, tu sais, Gilles Vigneault, avec sa magnifique langue, tu sais, Jean-Pierre Ferland. Mais plus récemment, tu sais, moi, les Cowboys Fringants, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé. Mes aïeux aussi, tu sais, Jérôme Minière. Il y a beaucoup. Tu sais, honnêtement, tu sais, moi, tu sais, mon père et ma mère sont des gens qui sont très touchés par la qualité des textes et par l'émotion que l'on ressent. Mais peu importe le style musical. Donc, ce qui fait qu'à la maison, on a été exposé à tellement de trucs que, tu sais, je pourrais juste parler de musique, tu sais. Wow, mais c'est une richesse d'avoir des parents qui nous amènent vers cette voie-là parce que ça se retrouve pas dans toutes les familles. Donc, c'est vraiment beau. Puis, tu as dit, tes parents étaient portés par l'émotion. Si je dois te demander une chanteuse québécoise qui te marque encore aujourd'hui, ce serait qui? Une chanteuse que tu sais qu'il y a une chanson que tu pourrais chanter sans cesse, qui te parle, en fait. Ben, j'ai dit Ginette Renaud, donc c'est sûr que Ginette Renaud, là, c'est la chanteuse pour moi. Mais, tu sais, moi, j'aime beaucoup Marie-Denise Pelletier, j'ai aimé Marie-Carmen. Franchement, la musique francophone québécoise, ça a bercé mon enfance. Donc, tu sais, je chantonne, je connais tu sais, je regarde, moi, j'écoutais La Fureur. Vraiment beaucoup. Tu sais, j'écoute André Lumière, j'écoute Belle et Bomme. Donc, la musique, c'est clairement quelque chose que j'aime. Je pense qu'on vient de la même génération parce que moi aussi, je regardais La Fureur à la télévision, puis je faisais les mais mouvements. Sinon, je pense que j'ai même acheté le jeu à un moment donné. Ben oui, à un moment donné, je pense que ma soeur avait le jeu. Mais moi, c'est ça. Sinon, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le hip-hop. Donc, tu sais, j'ai la génération où le hip-hop comme francophone commençait à émerger. Puis que, tu sais, après, bon, j'ai eu des malaises parce que je trouvais qu'on donnait pas la juste place aux pionniers, ceux des communautés noires dans ce mouvement hip-hop québécois. Mais là, je trouve qu'il y a comme un redressement qui se fait. Donc, et que maintenant, on leur donne leur place à ces gens-là qui ont fait qu'il y a un mouvement hip-hop québécois francophone. Oui, tout à fait. Puis, tu as dit mon enfance, tu es revenu souvent avec le mot mon enfance. Est-ce que tu baignes encore dans de la musique francophone québécoise? Oui, mais c'est sûr que, tu sais, on est quand même dans une truc mondial. Je t'ai dit, je suis arrivée ici en écoutant Bad Bunny, tu sais. Donc, c'est sûr que, tu sais, puis j'écoute du Kendrick Lamar comme tout le monde, tu sais. Ben, tout le monde, tu sais. En tout cas, plusieurs, tu sais. Mais les gens dans mon entourage, là, mettons. Mais, tu sais, puis j'écoute mon compas, mon zouk, tu sais, l'afrobeat, tu sais, comme c'était le mouvement des dernières années, tu sais. Mais, oui. J'écoute encore beaucoup de musique francophone. Des fois, c'est ça. Tu sais, ou même les chansonnettes françaises, comme on dit en Haïti, là, les Barbara, les Dalida, les Charles Aznavour et autres, là. Moi, j'écoute ça régulièrement aussi. Ah, j'aime ça. Mais je pense qu'on a grandi même génération. Là, il y a des chansons qui nous lâchent pas. Toi, t'as dit Marjo, puis là, je pense à plein de chansons. Oui, ben, tu sais, genre, provocante, c'est sûr que c'est quelque chose on va entendre le beat, on va savoir les paroles. On connaît les paroles. J'ai de la misère à me souvenir de plein de choses, mais des paroles de chansons, je sais pas pourquoi ça Moi aussi, c'est la même chose. Sinon, je sais que t'as beaucoup évolué dans l'écriture. Oui, t'as fait de la radio, mais t'as aussi écrit également. C'est quoi la place de l'écriture dans ta vie, puis ton parcours en tant que Québécoise? Parce que moi, j'essaie toujours de chercher les liens. Tu sais, est-ce qu'il y a eu des moments... On va commencer. Quelle est la place de l'écriture dans ta vie, puis ton parcours en tant que Québécoise? Ben, c'est sûr que l'écriture est venue quand même pas aussitôt que le dessin et la peinture, mais tu sais, c'est sûr que j'ai toujours, pour nous, les parents à la maison, c'est très important d'avoir un vocabulaire riche, d'avoir des expressions, de nous soigner sa syntaxe et tout. Mes deux parents sont des gens qui s'expriment vraiment éloquemment. Mais après ça, l'écriture, c'est plus dans le début de la vingtaine que ça a émergé de ma part. Tu sais, j'ai vraiment plus... ça a été une façon pour moi, parce que j'ai vécu de la dépression dans la vingtaine, mais la dépression, c'est pas quelque chose que tu bailles, là, tu vis avec toute ta vie, au final, là. C'est ça qu'on se rend compte quand on vieillit, là. Il n'y a pas de pilule magique pour ça. Mais justement, l'écriture a été une façon, justement, d'exprimer ces choses que j'avais plus de difficultés à exprimer à autrui. Ça a été vraiment un outil de communication ou même de me rendre compte que mais finalement, les choses vont mieux que je pense. Parce que, tu sais, tu mets
tu réfléchis, tu évalues. Et ça a été une façon aussi de jouer avec les mots quand il y avait une réalité qui me frappait parce que l'injustice, moi, ça me pue au nez, là, tu sais. Donc, c'est une façon pour moi aussi de dénoncer certaines situations, l'écriture. Après ça, c'est devenu plus, tu sais, comme lucratif, là, mettons, on va dire ça comme ça. Tu sais, j'ai fait des contrats de rédaction pour différentes compagnies, autant dans la communauté qu'à l'extérieur de la communauté haïtienne. Puis tu sais, jusqu'à maintenant, des fois, je fais de la production de contenu au niveau de sorties culturelles, mais j'en fais beaucoup moins parce que je travaille beaucoup trop. Non, c'est ça. Donc, l'écriture, pour moi, c'était comme une façon de s'évader, tu sais, de lâcher prise, de prendre parole. Puis c'est sûr que j'ai promis à ma tante qui est décédée en 2020 que j'allais écrire un livre un jour. Donc c'est sûr que ça va venir un de ces jours. OK, wow! Mais je te le souhaite de voir ton livre un jour, éventuellement. Puis dans l'écriture, est-ce que... Et je sais un petit peu les positions que tu avais. Tu as participé au CIM, tu as été vice-présidente du CIM, désolée, du Conseil interculturel de Montréal. Est-ce que tu as eu des fois à prendre position sur des enjeux, justement, que ça soit racisme systémique ou bien justement d'identité ou d'immigration? Oui, c'est sûr que, tu sais, le Conseil interculturel est vraiment un rôle conseil, mais en même temps, tu sais, on a un parti pris pour le bien-être de nos concitoyens d'origine diverses. Donc, on n'a pas hésité à déposer des mémoires, déposer des avis en lien avec le racisme systémique, avec les obstacles liés à la bonne intégration ou à la participation citoyenne, et j'en passe. Mais c'est sûr que moi, c'est un travail d'équipe. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas moi qui prenais position, c'est le CIM qui a décidé ensemble, collectivement, les 15 membres autour d'une table. Voici notre position, mais on serait pas ensemble autour de cette table-là si on ne partageait pas ses convictions à la base, de toute façon. Mais c'est sûr que oui, on n'a jamais hésité. On s'est fait même, à un moment donné, un peu rabrouiller par Mathieu Bock-Côté, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, j'aurais bien voulu connaître cette histoire. Bon, ça sera pour un autre moment, peut-être. En privé. Après, quand les caméras vont être fermées, tu m'en parleras un petit peu plus. Mais est-ce que tu as eu... Dans ton écriture, dans l'art de l'écriture, est-ce que tu t'es penchée justement sur des mots qui définissaient toi en tant que Québécoise haïtienne? En fait, je crois pas que sur mon blog, ça se retrouve, ce texte-là. Mais je sais que, tu sais, j'ai mon ami Jean-Emmanuel Pierre qui organisait et organise encore des soirées avec ses complices, des soirées de poésie où j'ai lu des textes où je parlais de mon identité multiple et que je suis un peu fatiguée qu'on nous enferme dans des boîtes. Tu sais, les humains, les femmes, on est tellement de choses. On n'est pas juste des mamans, on est plein de choses à la fois. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, je le répète, là, les gens qui vont sûrement avoir écouté d'autres épisodes, ils vont m'entendre le dire. Moi, je crois beaucoup à l'identité. C'est immuable. C'est pas immuable, en fait. Puis, je crois en l'identité hybride. Je pense pas qu'on est une seule chose. On peut être plusieurs choses. Oui, on est tellement de choses à la fois. Tu sais, moi, j'ai des amis qui... Ça fait tellement d'années qu'ils sont expatriés, qu'ils ne vivent plus en Amérique du Nord, ni en Europe, d'ailleurs. Tu sais, tu les appelles comment? Mais c'est des gens qui sont bien attachés à leur héritage haïtien ou autre. Et puis, tu sais, donc ils mettent leurs enfants, tu sais, quand c'est le 1er janvier, la soupe joumou. Oui. Ah oui, quand c'est la fête de Dessalines, c'est la fête de Dessalines. Quand c'est la fête de Toussaint Louverture, on explique aux enfants c'est qui Toussaint. Tu sais, je pense quand tu t'es exilé, on dirait que des fois, ça renforce ce côté que tu as besoin de ces liens-là avec ta culture d'origine. Oui. Mais t'as raison. Mais je pense qu'on a toujours besoin de notre... Parce que sinon, il nous manque quelque chose. On a besoin de cette richesse-là de notre culture parce qu'il manque une partie de toi. Sinon, puis je pense pas que ça nous empêche d'être autant québécoise. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je dis, je mange du sucre à la crème chez moi, autant que je mange de la soupe joumou. Mais je crois qu'on a trop laissé la société et certaines institutions nous enlever ce droit-là. Et je crois que c'est le temps qu'on arrête. Tu sais, c'est facile à dire comme ça, mais on a plus de pouvoir sur qui on est et notre avenir qu'on réalise souvent. Et que c'est en vieillissant ou quand on a des enfants qu'on réalise ça aussi. Tu sais, mon fils a 21 ans, mais après ça, tu sais, quand j'y pense, tu sais, moi, j'ai connu beaucoup de gens qui n'étaient pas tant ancrés dans leur québécitude que... moi, je suis très ancrée autant dans le Québec que Haïti. Tu sais, je suis extrêmement fière de mon héritage culturel, de l'indépendance et tout, des guerres qu'on a menées, puis des luttes qu'on a inspirées dans l'Amérique latine et ailleurs dans le monde. Mais après, tu sais,
j'oublie pas que je vis au Québec. Marie-Christine, sur tout un autre plan, coutume québécoise, qu'est-ce que ça te dit? C'est sûr, la tourtière. Ah oui! Attends, laquelle? Il faut spécifier parce que sinon, on va brusquer des gens. Ah, tourtière du lac. Okay. Moi, j'en fais pas, mais ma mère, quand j'étais jeune, avait des amis qui en faisaient. Puis j'ai des collègues qui en font de travail, qui en font jusqu'à maintenant. Sinon, le pâté chinois, moi, c'est quelque chose que moi, je fais, que j'ai appris à faire et qui plaît à tout le monde chez moi. C'est bien sûr que je suis une fan de poutine et que mon fils en est encore plus que moi. Et à un moment, on lui a même fait un bar à poutine pour son anniversaire. Wow. Donc, c'est sûr, sinon, tu as parlé de sucre à la crème. Tu sais, moi, j'adore la cabane à sucre. C'est une année que je vais pas à la cabane à sucre, je me dis, oh, c'est bizarre. Mais c'est quelque chose que j'aimerais explorer, justement, la gastronomie québécoise, son histoire. Moi, j'ai une amie qui, en ce moment, termine son doctorat sur la sociologie de la gastronomie québécoise. Wow. Puis moi, j'ai hâte de lire ce qu'elle a à dire. Vraiment, parce que souvent, pour de vrai, c'est vraiment un très bon sujet, parce qu'on est souvent fermé avec vraiment quelques plats québécois. Tu sais, on l'a nommé, soit la poutine, le pâté chinois qui revient, mais je suis sûre qu'il y a vraiment autre chose là. En parlant des collègues, tu sais, il y a une de mes collègues qui nous parlait des recettes, tu sais, que sa mère avait un livre ancien qu'on donnait, qui ressemble un peu au livre de... Attends, j'oublie le livre que ma mère a à la maison, là, qui est un livre haïtien qu'on donnait aux jeunes filles pour apprendre la cuisine et puis les bonnes manières, là, et l'étiquette. Mais il y avait un livre similaire qu'on donnait aux femmes québécoises. Et ma collègue me dit qu'elle a beaucoup de recettes que sa mère lui a transmises comme ça. Donc moi, je serais vraiment comme curieuse d'en savoir. Qu'est-ce qui se retrouve dans ce livre de recettes? Mais j'aime ça parce que je t'ai parlé de coutume et tout de suite, tu m'as parlé de nourriture et de gastronomie. Moi j'adore manger. Donc, c'est sûr. Et j'ai déjà été blogueuse de bouffe. Donc, c'est sûr que moi, je suis une foodie, là. Donc, c'est sûr que j'allais t'en parler. Et maintenant, ce que j'aime aussi, c'est que justement, on va de plus en plus, dans la restauration québécoise, on s'éloigne. Parce qu'au début, quand la gastronomie québécoise a commencé, on était très dans... Ah oui, on va copier la gastronomie française. C'est sûr, c'est classique. Mais là, maintenant, on est de plus en plus, OK, on va dans le terroir québécois, on va dans les régions québécoises. T'sais, on va nous montrer le savoir-faire de chaque région, dans les terroirs, les saveurs. Puis ça, j'aime ça. Parce que là, on est comme, OK, on s'est approprié la gastronomie et je crois que le Québec prend de plus en plus sa place dans ce monde-là de la gastronomie. Oui, et c'est vrai, on le voit de plus en plus, que ça soit dans les émissions de compétition, bien dans les émissions de cuisine au Québec, qui nous montrent comment cuisiner des produits locaux, vraiment d'ici. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de comment exploiter nos légumes, nos fruits, nos choses qui viennent de la terre, en fait, du Québec. Oui, puis chaque région a offert quelque chose de différent. Ça, c'est quelque chose aussi que, si j'avais plus de temps, là, je ferais comme une tournée québécoise, gastronomique. Puis, je reviens à ton art d'écriture. Je t'ai posé la question lorsqu'on a discuté au téléphone, parce que je pense que ça demandait réflexion quand même, qui était, si tu avais à écrire un chapitre d'un livre sur être québécoise aujourd'hui, qu'est-ce qui se retrouverait dans ce chapitre-là? Pour moi, être québécoise aujourd'hui, il faudrait que je parle du fait que c'est important d'être soi-même, que le Québécois n'a pas de complexe. Il y en a qui ont des complexes d'argent ou par rapport à la religion, mais de manière générale, le Québécois, il est lui-même. Il se présente comme il est, tel qu'il est. Donc, je crois qu'il faut avoir cette humilité-là en 2025 d'être nous-mêmes et essayer de plus authentiquement nous-mêmes et s'affirmer comme personne, être ouvert sur le monde parce que, justement, le Québec, autant pas juste à Montréal, mais non, en région, là, tu sais, t'as des conseils interculturels qui sont en train de se créer parce que il y a de plus en plus de gens issus de la diversité et d'autres pays qui viennent. Donc, il faut être ouvert à ça. Et quand je parle d'être soi-même, tu sais, on parle, tu sais, beaucoup de genre. Tu sais, à Montréal, là, moi où je vis, tu sais, je prends le métro au moins 1 à 2 fois semaine. Puis, tu sais, j'adore parce que les gens sont eux-mêmes. Les gens, tu sais, tu peux avoir un homme qui tu sais, lui, je sais pas s'il veut devenir une femme ou pas, mais tu sais, il va s'habiller un peu plus féminin. Il va avoir... c'était à la base, comme on a été élevé, que c'est supposé être plus féminin, mais lui, il s'en fout, il est là dans le métro, puis il vit sa vie. Je crois que c'est ça. Être québécois en 2025, il faut vivre sa vie, être soi-même, foncer. Puis, tu sais, être ouvert, ouais. C'est très important. J'aime beaucoup le mot être ouvert et être soi-même. Le cœur ouvert, là. Le cœur ouvert, puis j'ajouterais être respectueux envers l'autre, puis de comment l'autre est. Tu
sais, de juste respecter la façon que la personne se présente devant toi. La langue française. Oui. Pour moi, c'est extrêmement important, même si, bon, pour certains Haïtiens, on va dire, oh, c'est la langue du colon, là. Mais sauf que, tu sais, moi, je crois pas que c'est quelque chose qu'on doit enfoncer dans la gorge des gens. Je crois que c'est quelque chose que tu apprends à aimer. Justement, la culture joue un rôle essentiel là-dedans pour moi. C'est la double chose. Ça aide à s'ancrer dans la société et ça aide à apprendre la langue. Tu sais, quand tu veux apprendre l'espagnol ou tu veux apprendre l'italien, tu vas regarder des émissions en espagnol ou en italien et puis, tu sais, mais nous, on fait rien pour que les gens aiment notre langue. On veut juste leur enfoncer dans la gorge. Tu sais, le français, oui, le français est beau, comme toutes les langues du monde sont belles. Et c'est notre langue à nous, au Québec. Mais il faut la mettre en valeur de manière positive. Moi, j'étais à l'école française au primaire, puis, tu sais, on nous faisait voir la beauté de la langue, sa couleur, sa particularité. C'est ça qu'on doit faire pour moi, pour allier, pour que les immigrants aient envie de l'apprendre, mais aussi, il faut leur donner les outils. Tu sais, 6 mois, là, c'est pas assez du tout. Tu sais, moi, je connais des gens qui, jusqu'à maintenant, tu sais, l'anglais ou même le créole, ils le maîtrisent, mais ils sont gênés parce qu'ils ne pratiquent pas. 6 mois, c'est rien. Lorsque tu dis 6 mois, c'est à cause c'est le temps. Oui, que le gouvernement dit qu'il veut donner. Pour apprendre la langue. Dans les trucs, mais un des plus beaux outils que les gens, moi, je côtoie beaucoup de gens qui travaillent en francisation, là, dans mon travail, et justement, parce qu'ils viennent de la maison de la culture, parce qu'eux, ils sont conscients, contrairement à nos décideurs, que la culture est un facteur d'intégration. Ah, mais clairement, la culture est un grand facteur. Tu sais, si tu peux juste amener les gens, que ce soit à la bibliothèque, tu vas découvrir beaucoup de choses. Oui, il y a les livres, mais il y a les relations entre les gens, c'est la façon dont on fonctionne. Donc, tu apprends beaucoup en étant à l'intérieur d'une bibliothèque. Puis, tu as dit quelque chose que je dois revenir, parce que je pense qu'on a besoin de nuances sur ce point-là, parce que tu as dit on la met pas en valeur, notre langue, mais à travers les émissions de télé qui sont faites, les films qui sont réalisés. On la met pas en valeur auprès des gens qui veulent qu'ils l'apprennent. Ah, d'accord. Tu sais, oui, les émissions, elles existent, mais on fait rien pour qu'ils aient envie de les écouter. Tu sais, et là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui leur ressemblent à la télé, là. C'est déjà un pas dans la bonne direction, mais moi, j'écoutais quand même la télé québécoise, même quand elle me ressemblait pas. Parce qu'on avait fait des efforts pour m'amener à la regarder. C'est pas parce que j'avais pas le choix. Je regardais Fresh Prince puis Family Matters aussi, là. En parallèle. T'as raison. Donc, tu sais, je suis désolée. Mais, tu sais, c'est parce qu'à l'école où il y avait comme des gens qui te vendaient cette culture-là, tu sais. Là, c'est comme... Il n'y a pas tant de médiation de la culture qui est faite auprès des nouveaux arrivants. C'est juste, elle est là, débrouillez-vous, là, tu sais. Trouver quelque chose à regarder que vous allez apprécier. Ça. Mais t'as raison, je pense que t'as dit quelque chose. Je regardais Fresh Prince aussi, puis Family Matters, pour pouvoir voir quelqu'un qui me ressemblait à la télévision. Et je crois effectivement que c'est l'influence des amis à l'école qui m'a amené à regarder Watatata. Mais c'est ça. Qui m'a regardé à écouter Les Débrouillards. C'est vrai. Puis, tu sais, il y avait la mère d'une de mes amies qui jouait dans Marilyn, donc elle a fait que j'ai regardé Marilyn. Mais c'est pas... Tu sais, qu'avec... Bon, tu sais, je pense qu'à un moment donné, Mireille Méthodius a joué un rôle là-dedans, là, mais c'est tout, là, tu sais. Puis dans Batata, tu sais, il y avait le frère d'une fille avec qui j'allais à l'école, Raphaël... Mon Dieu, j'ai oublié... Celui qui jouait Raphaël, là, j'ai oublié son prénom, excuse-moi. En plus, c'est quelqu'un que j'ai grandi, mais Rudy Saint-Éloi, c'est ça. Donc, Rudy Éloi, excusez, pas Saint-Éloi. Rudy Éloi, on s'excuse pour ton prénom. J'allais à l'école avec ses sœurs. Donc, c'est sûr que, tu sais, OK, il y avait la fierté que les filles sont comme, ah oui, mon frère, t'as la télé. Donc, ça t'incite à aller regarder l'émission, tu sais. Oui, mais t'as raison. Mais pour revenir à ton point, justement, sur qu'est-ce que contiendrait ton chapitre sur Aide québécoise, je trouve que c'est vraiment beau ce que t'as dit, avoir le cœur ouvert. Puis, moi, je nous souhaite ça. T'sais, je trouve ça difficile. Depuis quelques années, je trouve ça très difficile. Le discours environnant m'affecte quand même. Donc, de rester un cœur ouvert, qu'est-ce que toi, tu dirais aux gens? Mais parce que c'est sûr que c'est déprimant, le discours environnant, là. Tu sais, on a un gouvernement qui s'inspire de la droite française, de la droite dans le monde, tu sais, qui nourrit par Mathieu Bocoté ses chroniques, et les Richard Martineau de ce monde, et les Joseph Facal. C'est sûr qu'on a une intelligence négative, mais il n'y a pas que au Québec. C'est pas eux qui font le Québec. Et moi, tous les jours, ce ne sont pas des gens que je côtoie. Tu sais, je dis pas que je suis jamais victime de racisme dans mon quotidien. Je passe pas mon temps à être victime de racisme non plus, là, on s'entend, là. Mm-hmm. Mais je vais pas faire semblant que ça existe pas, là. Mais la majorité des Québécois blancs, caucasiens, là, ils sont
Puis ils vont pas dans tout ça, là. Ils veulent juste, comme, bien cohabiter avec leurs voisins, là. Ils veulent juste, tu sais, ils vont... Tu sais, je me rappelle, moi, j'ai grandi quand je suis arrivée dans l'Est de Rosemont, il y avait pas toute la diversité qu'on y voit maintenant. Puis, donc là, tu sais, on était, je pense, une des seules familles haïtiennes dans le quartier, mais... Puis bon. Mais après, les voisins sont venus aider à déneiger. Tu sais, les Québécois sont des gens qui sont solidaires. À l'esprit de communauté. L'esprit de communauté. Donc, il faut arrêter avec ça. Tu sais, on a souvent des clichés. Oh oui, ces gens-là, ils laissent leurs parents dans leur CHSLD, blablabla. C'est pas la majorité qui font ça. Oui, les CHSLD sont pleins, mais ça, c'est pas... Mais, tu sais, il faut pas les cantonner juste à ça. Tu sais, il faut aller plus loin. Ah, ben clairement. Mais je pense qu'on devrait arrêter avec les préjugés. Et quand je dis apprendre à se connaître, c'est vraiment les uns les autres, là, de nous apprendre à connaître et qu'eux aussi apprennent à nous connaître. Parce que sinon, si on reste enfermé dans des préjugés, ben ça ouvre pas sur le dialogue, ça ouvre pas sur la conversation. Et on méprise aussi. Exactement. Il y a beaucoup d'Haïtiens qui méprisent le joual et qui vont mépriser le Québécois à cause de ça. Tu sais, on va pas faire semblant, là. On en connaît tous, là. Tu sais, je me rappelle, tu sais, il y en a beaucoup qui ont parlé de critiquer de la Kainou à cause du joual. Ben, je suis désolée, mais chaque Haïtien n'a pas la même réalité. Il y a des Haïtiens qui ont grandi dans des milieux très québécois, donc le joual, il va ressortir. Tout à fait. Et c'est normal. Tu es le produit de ton environnement. Et je dis pas que... Puis moi, je sais que je fais du code switching. OK? C'est comme... C'est briser le code. Là, je me suis reconnue dans ce documentaire. Là, tu sais, ça m'a parlé, là. Parce que, tu sais, j'ai souvent travaillé dans des milieux très québécois, francophones, où les gens parlaient joual. Donc, inconsciemment, mon accent, ben, il penchait venait, vers là. le... Puis je suis quand même née ici, hein. Puis après, ben, quand je retrouvais mes amis haïtiens, ben, mon haïtien et mon côté haïtien ressortait. Ou bien même d'autres amis qui sont comme dans le friendly, je crée le liche. Nous, on parle 3 langues en même temps, là, tu sais. Oui. Ça venait aussi. Donc, tu sais, on est juste comme, selon l'environnement, l'haïtien, il est un peu caméléon, tu sais. Il y a ça aussi. Mais je pense que l'être humain est caméléon. C'est ça. Mais moi, je trouve que les haïtiens, ils maîtrisent cet art-là d'une façon, là, inédite. Wow, mais t'as parlé de code switching et de la Kainou. J'allais pas aller là, mais on y va. Est-ce que t'as regardé la saison 1 de la Kainou? Oui, puis je vais regarder la saison 2 avec grand plaisir. J'ai même regardé plusieurs fois certains épisodes parce que, tu sais, il y a des fois des choses qui ont causé des émois dans mon entourage. Puis ils m'ont dit, les gens ont fait, ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, je suis allée revoir pour voir si c'est moi qui est trop soft, là. Puis je suis comme, oh, moi, ça m'a pas choquée. Des émois? Est-ce que t'as un exemple d'émois? Ben, parce qu'il y a un épisode où le papa, il montre, tu sais, à l'enfant comment réagir face à la police, là, tu sais, et tout. Oui. Je connais certaines personnes que ça a vraiment choqué. OK. Puis des Haïtiens, là, des Noirs, là. Tu sais, je parle pas... Au-delà, tu sais, des Québécois, ça a choqué, mais eux, ça m'a... Je suis pas surprise que ça a choqué. Ils connaissent pas ces réalités-là. Donc, tu sais, c'est pas leur quotidien, là. Tu sais, mais je suis comme... Bon, c'est peut-être maladroit, mais je connais des gens qui ont réellement fait ça avec leur enfant. Mais c'est pas... Tu sais, chacun a sa façon, tu sais, de gérer. C'est peut-être quelque chose que eux, on leur a montré. Tu sais, qui a fait qu'ils ont inspiré ces lignes-là. Tu sais, moi, j'ai pas eu la discussion avec les auteurs, tu sais, même si je connais Angelo particulièrement, tu sais, dans les 3 auteurs de la série, mais tu sais, c'est pas une discussion que j'ai eue, donc je veux pas m'avancer là-dessus. Mais ça, c'est un des... Puis bon, c'est sûr que les gens étaient comme, oh, l'accent, nanana, la petite fille est trop fréquente, jamais mes parents auraient toléré que, nanana. Mais comme je dis, il y a autant de familles haïtiennes qu'il y a d'Haïtiens au Québec. Exactement. Puis il faut pas oublier que les valeurs sont différentes de famille en famille. La façon de fonctionner est différente de famille en famille. Qu'ils ont trouvé la jeune fille fréquente, irrespectueuse envers ses parents, ben il y en a. Là, c'est une autre génération aussi. C'est pas pareil. C'est pas notre génération qui peut-être on serait jamais permise. Et encore là, j'avais des amis qui se permettaient. Moi, non, mais honnêtement, justement, mais moi, c'est des gens, c'est mes neveux et nièces qui ont fait comme moi, jamais de la vie. Ça dépend de chaque famille. Donc, c'est ça que je leur ai dit. Je disais, peut-être que dans certaines familles, il y a plus de... Tu sais, c'est un peu... Il y a une liberté qui est plus grande. T'sais, nous, on a des familles, on vient d'une famille où on est quand même plus strict, là, dans nos façons de faire, là, dans notre langage qu'on utilise envers nos parents, tu sais. Mais j'ai trouvé... Et même nous-mêmes envers notre enfant, tu sais. C'est vrai. Mais j'ai trouvé le projet, la série La Kainou,
très belle. Moi aussi. Et nécessaire. Ça fait du bien. Oui. Dans toute la déprime qu'on a vécue, qu'on vit encore, moi, je trouve que c'est comme c'est un soleil, c'est un boom, là. Ouais, moi, j'ai ri. Moi aussi. Moi, j'ai ri. Puis j'ai dit, bravo. Puis j'attends la saison 2 avec impatience. Le 3 janvier, là, si t'as l'extra, là. Et voilà. Mais je me dis, c'est vraiment... Ça amène une beauté, puis une autre vision de les familles haïtiennes, puis c'est quoi être haïtien? Est-ce qu'on va s'arrêter à ça pour dire, OK, les Haïtiens, c'est comme ça? Non, parce que, comme tu as dit, il y a plusieurs types de familles haïtiennes, on a différentes valeurs. Si tu vas dans une famille, ça va se fonctionner de telle façon, une autre famille, ça va être une autre façon. Mais je pense qu'on doit célébrer ce projet-là qui met de l'avant, justement, autre chose que qu'est-ce qu'on a l'habitude Et ça ouvre de des voir. portes. Tu sais, moi, je me dis, tu sais, OK, il y en a un, après, c'est à nous d'aller défoncer la porte derrière et de proposer autre chose. Est-ce que ça va être facile? Non, il n'y a rien de facile dans la vie. Tu sais, le métier d'acteur, le métier de... C'est tout ce milieu-là culturel, ce n'est facile pour personne. Donc, voir si tu sors du lot, c'est encore plus difficile. Mais il faut arrêter de dire, c'est parce que... Oui, il y a une difficulté de plus parce que c'est intersectionnel, là, d'être noir, d'être femme, nanana. Mais... Pour n'importe quelle personne, c'est difficile d'avoir son émission à la TV et de jouer dans une émission. Tu sais, c'est un milieu que j'ai beaucoup connu et que je connais encore parce que, bon, tu sais, j'ai un cousin qui est acteur, mais non, il ne joue pas dans la caille. Mais, tu sais, il a joué dans d'autres émissions, dont en ce moment, Mea Culpa, qui vient de commencer sur ici. Tu sais, donc, tu sais, je vois et j'ai été au cégep avec des gens comme Maxime Leflaguet, des choses comme ça. J'ai vu la difficulté qu'ils ont eu dans leur parcours, malgré que Maxime est l'enfant d'eux, tu sais. Donc, il n'a pas eu facile non plus. Tu sais, donc, tu sais, c'est ça, là. Et des fois, même justement parce qu'il était l'enfant d'eux, ça a été encore plus tough, tu sais. Donc, c'est ça. Donc, il faut arrêter d'avoir cette mentalité. Puis en plus, on a un déficit de représentativité, fait que peut-être nos attentes étaient trop grandes. C'est vrai. Il y a ça aussi qui joue en compte. Mais je pense que les attentes étaient très, très grandes. Je pense pas. Les attentes étaient très, très grandes. C'est une première. C'était leur première série, leur première scénarisation. Première fois à la télé québécoise que tu as une famille haïtienne. Donc, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression sur ces gens-là. Give them some grace. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et on arrive à la fin. Ce serait quoi ton souhait pour les femmes du Québec d'aujourd'hui? Foncez. Prenez votre place. Tu sais, à Montréal, en ce moment, il y a une course à la chefferie dans les deux partis. Pour l'instant, on ne sait pas. Dans un parti, dans l'autre parti, il y a plusieurs femmes de toutes sortes de nationalités qui sont présentées et j'adore. Tu sais, je crois que les femmes, peu importe le domaine, que tu sois col bleu, parce qu'on en a de plus en plus dans la construction et dans les domaines plus réservés aux hommes que les cols bleus, prenez votre place, celle que vous voulez. Tu sais, il faut arrêter qu'on se mette des œillères, des barrières, qu'on laisse la société. C'est sûr que je souhaite que les femmes puissent justement avoir plus de congés parentaux, des jobs plus adaptés à leur vie familiale et si c'est leur désir, qu'on arrête d'obliger les femmes à vouloir être des mamans. C'est pas toutes les femmes qui veulent et peuvent être des mamans. Alors, arrêtons avec ça aussi, respectons ça. Donc, laissons les femmes vivre. Laissons les femmes vivre. Merci, Marie-Christine. Merci à toi. C'était vraiment très plaisant. Pareillement.